Donc la chaîne de compilation, l'idée là de ce chapitre, ça va être de voir justement ce que vous avez fait en première année du C, savoir comment ça devient un exécutable. D'accord? Et donc quelles sont les informations qui se retrouvent dans le fichier exécutable pour ensuite pouvoir lancer ce fichier. Donc vous avez tous les points clés qui sont ici. Hein. Vous allez voir la chaîne de compilation à 4 étages. Il faudra connaître ces 4 étages-là et voir un petit peu quel est le rôle de chacun. Okay. Et comme ça, on va être capable de voir quels sont, à chaque étage, il y a un fichier qui est généré, voir ce que contient ce fichier-là, et puis après, voilà, comprendre tout ça. Donc pour ça, les points clés ici, le schéma à connaître et à comprendre, je le passe parce qu'on va le voir juste dans la filée, enfin dans la foulée. Hop, et toc. Alors déjà, pourquoi une chaîne de compilation? L'ordinateur, il ne parle pas comme nous, tout simplement. Nous, on parle, on va dire, dans ce qu'on appelle un langage texte. On peut écrire du texte, on se comprend comme ça. L'ordinateur, lui, comprend une suite de 0 et de 1. Voilà, donc le binaire. Ça, vous connaissez bien. Pourquoi que des 0 et des 1? Vous savez, hein, c'est des transistors qu'on vient piloter. Donc on vient soit bloquer, soit saturer. Et c'est comme ça qu'on fait passer des informations d'étage en étage, de porte en porte, pour arriver à faire les traitements qu'on arrive à faire aujourd'hui. Mais tout ça, du coup, c'est du binaire. Nous, on ne va pas se mettre à travailler au niveau binaire. Donc on va rester en langage qu'on appelle humain. Donc pour transformer un langage humain en langage machine, il y a deux approches principales. La première, c'est la traduction. C'est-à-dire qu'il y a un langage qui est en C. On va le traduire à l'aide d'une chaîne de compilation en binaire. Donc ça crée un fichier binaire, fichier exécutable. Et après, on double sur ce fichier-là. On double-clique sur ce fichier-là. Nous, on ne peut pas l'ouvrir. Si on essaie d'ouvrir avec un éditeur de texte, c'est incompréhensible. D'accord? Par contre, la machine, elle peut comprendre ces instructions-là, enfin ces informations-là, et les traiter. Okay. Donc ça, voilà, vous avez tous fait du C, vous êtes en train de faire du C++. Voilà. C'est pas mal de langages qui fonctionnent comme ça. Autre manière de transformer un langage humain en langage machine, c'est ce qu'on appelle l'interprétation. Donc là, vous avez écrit du code en langage humain, typiquement en Python, et il y a un programme qui, lui, est en cours d'exécution sur la machine et va traduire à la volée, donc pendant l'exécution, votre fichier humain en information binaire. Okay. Là, du coup, vous voyez qu'il y a un petit inconvénient là-dessus, c'est que le programme va être plus lent à l'exécution. Pourquoi il va être plus lent? Parce que la traduction, je la fais à la volée. Okay. Donc, ce n'est pas forcément facile. Okay. J'imagine, vous savez tous plus ou moins traduire un texte en anglais en français ou l'inverse. Par contre, faire interprète en direct, c'est un petit peu chaud. Okay. C'est un petit peu la même idée avec ça. Quoi. Très rapidement, voilà, du coup, il y a des langages qui vont être plus efficaces. Vous mettez ce que vous voulez dans efficace, ça peut être plus économe en énergie, plus économe en mémoire, ça peut être plus rapide. Et du coup, en fait, il existe tout plein de langages parce qu'il existe tout plein de besoins différents. Okay. Le Python, c'est facile à prendre en main. Il y a beaucoup de niveaux d'abstraction, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de connaître le matériel qui est en dessous, et hop, ça tourne. Le C, pour savoir bien programmer en C, il faut comprendre le matériel qui est en dessous. Okay. Donc voilà, il y a plein de langages, plein d'usages différents. Je ne rentre pas dans le détail, juste pour vous montrer qu'en gros, les plus performants, que ce soit en vitesse d'exécution, en consommation énergétique ou en utilisation de la mémoire, en général, ce sont justement les langages qui sont compilés. Tout ce qui est en vert ici, c'est des langages qui sont compilés. L'inconvénient de la compilation, parce que je vous parle des inconvénients de l'interprétation, mais l'inconvénient de la compilation, c'est que vous faites une modification avec le programme, il faut tout recompiler pour pouvoir ensuite l'exécuter. Okay, alors qu'en Python, vous voulez modifier un truc, vous modifiez le fichier, vous enregistrez, c'est bon, c'est fini. Il n'y a pas besoin de compiler derrière. Ok, alors le langage C qualifié de portable, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. C'est une question. Langage portable. Alors c'est un langage en fait. Ouais. Un langage qui fonctionne dans nombreux systèmes. Exactement. C'est un langage qui fonctionne sur de nombreux systèmes, voire tous les systèmes. Donc ça veut dire que vous écrivez un programme en C, il va fonctionner sur ma machine, il va fonctionner sur votre machine, il va fonctionner sur un PIC, il va fonctionner sur un STM. Voilà. Okay. Au détail près des périphériques que je vais utiliser. On est d'accord. Donc, c'est-à-dire que le langage C, je peux utiliser sur n'importe quelle machine.
Donc ça c'est bien, c'est-à-dire qu'un programme initialement rédigé en C peut tourner sur plusieurs machines. Ok. Contrairement au langage d'assemblage, l'assembleur, lui il est spécifique. L'assembleur PIC18 que certains ont vu l'an dernier, c'est pas le même que l'assembleur Intel qui tourne sur vos machines. Et donc là, selon le matériel que vous voulez utiliser, si vous codez dans l'assembleur, il faut coder autant de fois que de machines sur lesquelles vous voulez programmer. Ok. Donc là, on voit l'intérêt d'un langage portable. J'écris le programme une fois, et après, pof, il va pouvoir fonctionner sur différentes machines. Ouais. Il y en a qui sont non portables, bah, l'assembleur, par exemple. L'assembleur est non portable, et en fait, la frontière va se faire là. Le C, on va considérer que c'est un des langages les plus bas niveau possible, mais il reste portable. Et souvent, en dessous, le C, donc encore plus bas niveau, ça va être l'assembleur. Très souvent, en intermédiaire, on ne va pas considérer d'autres langages. Alors, ce que j'ai dit, c'est presque vrai. Vous écrivez un langage en C, un programme en C, pardon, et puis il peut s'exécuter sur plusieurs machines. C'est presque vrai. Ce qui est presque vrai, enfin, pourquoi c'est presque vrai? C'est parce qu'en fait, il faut, entre les deux, avoir une toolchain, une chaîne de compilation, qui traduise votre programme C en langage binaire pour la machine. Donc en fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous avez plusieurs cibles, plusieurs processeurs sur lesquels vous voulez coder, oui, vous allez écrire une fois votre programme en C. Par contre, il faudra utiliser plusieurs chaînes de compilation pour avoir le binaire qui correspond à votre machine. Okay. Chaîne de compilation, vous en connaissez. C'est une affirmation. Qu'est-ce que vous connaissez? GCC. Vous vous souvenez, en première année, quand vous avez compilé tous vos fichiers, vous avez fait GCC, le nom de votre fichier .c, et hop, vous avez compilé. Il y a une autre chaîne de compilation que vous connaissez, alors peut-être que vous avez utilisé, peut-être que vous ne voyez pas c'est quoi, c'est XC8. C'est la chaîne de compilation pour microchip. Donc en fait, quand vous écrivez votre programme en C pour le PIC18 microchip, vous avez utilisé la chaîne de compilation XC8 et ça vous a permis de compiler un fichier C en binaire pour microchip. Ok? Donc ouais, effectivement, plusieurs toolchains, plusieurs chaînes de compilation existent. Nous, on va se baser sur GCC. GCC, c'est de loin la plus répandue parce qu'elle est open source, elle est libre. Elle est utilisée sur tous les systèmes Linux par défaut. Enfin, sur tous les systèmes GNU Linux par défaut. Et voilà. Et c'est cette chaîne de compilation-là qu'on va étudier. Donc vous, l'an dernier, vous avez fait GCC et votre fichier C. Là, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe quand j'appelle GCC justement. Ok? Alors du coup, la chaîne GCC, elle a 4 étages. Pré-traitement, compilation, assemblage, édition des liens. Ces 4 étages ont chacun un rôle particulier. C'est ce qu'on va voir. Vous connaissez les fichiers C, vous connaissez les fichiers H, vous connaissez les fichiers exécutables sous Linux. Très souvent, ils n'ont pas d'extension d'ailleurs. Et vous avez peut-être, si vous vous souvenez bien, manipulé des fichiers .o. Ok? On va revenir là-dessus. Alors, ces étages-là, justement, qu'est-ce qu'il y a quel est le contenu de ces étages-là? Premier étage, le pré-traitement. Lui, c'est ce qui va gérer, s'il y a un mot-clé à retenir là-dessus, c'est tout ce qui contient les dièses. Dièse include, les dièses if et dièse pragma. Voilà. Dièse pragma, c'est beaucoup plus rare, mais vous avez peut-être déjà rencontré ça. Dièse include, vous voyez ce que ça veut dire? Ça permet d'inclure une librairie pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir utiliser les fonctions de la librairie. Typiquement, pour faire un printf en C, il faut faire un dièse include stdio.h. Compilation conditionnelle, je vais y revenir. Et voilà. Donc, premier étage, c'est le pré-traitement. Lui, il ne fait pas, à proprement parler, de l'analyse de votre langage C. Il va plutôt regarder tout ce qui commence par un dièse. Donc, typiquement, ce qu'il va faire, c'est tous les dièses define, par exemple, il va faire un chercher-remplacer. Il va chercher partout où il voit la chaîne 40, et partout où il voit ça, il remplace par ce nombre-là. Okay. Et donc, ce qui fait que, par exemple, la première partie ici du code, après l'étage de pré-processing, elle devient quoi? Elle devient ça. Les 2 premières lignes ont disparu, et cette ligne-là a été modifiée, a été remplacée. Ok. Ensuite, si je fais dièse define, chaîne de caractères et puis du texte, ça fonctionne exactement pareil. D'accord? Donc les dièse define, c'est vraiment un chercher-remplacer.
ce qu'on appelle des macro-constantes, des constantes prédéfinies. Et voilà, c'est vraiment du chercher à remplacer pur et simple. C'est pour ça que c'est très utile d'utiliser des macro-constantes. Ça évite de mettre ma limite de boucle, par exemple, sans itération, d'écrire 100 partout. Et puis le jour où je veux aller jusqu'à 1000 plutôt, et ben, d'aller modifier partout où j'avais mis 100 et de mettre 1000 à la place. Okay. Dièse define, là du coup, j'ai pas de valeur associée à define, enfin à mon debug. J'ai pas de valeur associée. Par contre, j'ai quand même, entre guillemets, déclaré cette variable-là. Et donc là, en dessous, je vais avoir un if define debug. Donc c'est-à-dire si debug a été défini, alors je peux rentrer à l'intérieur. Et if endef, if not defined, et ben dans ce cas-là, je rentre à l'intérieur s'il n'est pas défini, ou je rentre à l'intérieur ici s'il est défini. Et ça permet de faire ce qu'on appelle de la compilation conditionnelle. Là, du coup, comment ça va se passer? Tout cet ensemble, il se traduit comme ça. Debug a été défini. Est-ce qu'il a été défini? Oui, alors je rentre dedans. Et ici, est-ce qu'il n'a pas été défini? Bah si, il a été défini, donc je ne rentre pas à l'intérieur de ça. Et la compilation conditionnelle, elle diffère du if que vous connaissez en C. Est-ce que vous voyez l'intérêt de faire de la compilation conditionnelle comme ça, avec un if, un dièse if, plutôt qu'avec un if en C? En fait, là, quand vous faites un dièse if, le test, vous le faites qu'une seule fois à la compilation. Et si votre test, il est valide, vous gardez que les instructions et vous ne faites plus le test. Et si votre test n'est pas valide, vous supprimez tout simplement toutes les instructions. Ça permet de réduire la taille du code. Okay. Et à l'exécution, comme le test, il est plus codé, ça permet d'aller plus vite aussi. Okay. Donc typiquement, à quoi ça peut servir? Vous mettez un debug et vous envoyez tout par UART, par exemple, en debug. Donc ça, c'est pas mal quand vous faites du développement. Par contre, quand votre produit est fini et que vous le commercialisez, là, vous commentez cette ligne-là, et du coup, toutes vos lignes qui correspondent au debug, elles sont plus compilées. Et donc, le projet, il est plus léger, et il peut partir en production. Okay. On en reparlera éventuellement un petit peu. Donc voilà, pré-processing, il fait ça, il fait du chercher remplacer. Pareil, quand vous faites un dièse include, en fait, il va chercher tout ce qui est dans le fichier stdio.h, par exemple, il va tout copier et tout coller dans le fichier C pour transformer ça en un nouveau fichier qui s'appelle le fichier I. Ok. Donc ça, c'était le premier étage de la chaîne de compilation. Des questions? Je continue. Deuxième étage, c'est l'étage, pas le plus important, mais celui que vous représentez plus, la compilation. C'est pour ça que des fois on parle de compilateur. Okay. En vrai, l'ensemble GCC forme la chaîne de compilation, et à l'intérieur de la chaîne de compilation, il y a le compilateur, le compiler. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a 3 tâches. Vérifier les règles du langage. On parle de langage. C'est-à-dire que comme en français, comme en portugais, vous avez des vérifications de syntaxe, de grammaire, de lexique. J'utilise des termes qui existent. Est-ce que j'utilise dans le bon sens? Et est-ce que je dis ça a du sens? Ok. Je vais avoir des règles, des trucs après. Une fois que vous avez vérifié que la phrase est correcte, vous pouvez la traduire en assembleur. Et éventuellement, en dernier recours, on va aussi optimiser. Okay. Donc globalement, le parseur, là, celui qui vérifie les règles du langage, c'est lui qui vous engueule la plupart du temps. Les erreurs et les warnings que vous voyez, la plupart du temps, c'est lui. Dans certains cas, ça va être le dernier étage, mais sinon, la plupart du temps, c'est lui. Alors du coup, le parseur, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que les mots sont corrects? Voilà. Est-ce que j'utilise le bon lexique? Est-ce que j'utilise la bonne syntaxe? C'est-à-dire, est-ce que les mots que j'utilise sont dans le bon sens? Et s'ils sont dans le bon sens, est-ce que la phrase, elle a du sens? Une division par 0, ça n'a pas de sens. Alors que là, tous les termes, ils sont dans le bon ordre, ils sont tous corrects, mais c'est juste que la phrase n'a pas de sens. Okay. Donc dans ces cas-là, vous allez avoir des erreurs qui vont être générées. Okay. Et c'est le parseur qui fait ça. Donc ce premier étage du compilateur. Une fois que vous avez passé cette étape-là, allez, vous êtes quasiment bon, quasiment plus de problème par la suite. Parce qu'ensuite, vous avez paf, la traduction. La traduction, du coup, c'est lui qui, à partir de ce moment-là, de cette partie-là, ici, on pourrait tracer la frontière entre ce qui est portable avant et ce qui est spécifique après. Donc tout ce qui est avant, c'est
commun à n'importe quelle architecture de PC ou de processeur. Et tout ce qui est en dessous est spécifique au processeur que vous voulez programmer. Ok. Et ensuite, l'optimizer. Alors là, il y a des choses qui sont optionnelles. Mais quand même, ça va vous permettre, dans les bons usages de programmation, de prendre ça en compte. Typiquement, si vous voulez comment dire, qu'est-ce qu'on va faire? Si vous voulez, je sais pas moi, calculer la surface d'un triangle, d'un rectangle, ça va être plus simple, qui fait 30 par 40. Ok, vous créez votre variable, surface égale, et vous mettez quoi? Logiquement. Le piège, c'est d'écrire directement 1200. Okay. Ce que vous faites, c'est que vous écrivez explicitement 30 fois 40. Okay. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'optimiseur, il va voir que si vous avez une multiplication ou un traitement quelconque qui est constant, son résultat sera toujours le même, il ne dépend pas des variables d'avant ou d'après, et bien ça veut dire qu'en fait, je peux déjà calculer ce résultat-là à la compilation, et le calculer une fois. Et comme ça, après, à l'exécution, je ne ferai jamais ce calcul-là, puisque le résultat est déjà stocké dans le programme. Okay. Donc en gros, l'idée, c'est de garder vos calculs les plus explicites possibles, et pas marquer directement le résultat, mais de le détailler. Okay. Par exemple, 2πr, et bien pareil, si vous écrivez 2 fois mpi, qui est la macro-constante, fois r, r c'est une variable, certes il ne la connaît pas, par contre il aura déjà précalculé 2 fois 3, 14, 15, à la compilation. Et ce qui fait que cette multiplication-là, il n'a pas à la faire à l'exécution. Et donc on gagne du temps. L'optimizer, il va aussi faire des choses. Par exemple, quand vous faites un if, else if, else if, else if, et il voit qu'au bout d'un moment, il y a une condition qui ne sera jamais validée. C'est impossible. Et il va supprimer les instructions. Okay, il fait du nettoyage. Enfin bref, il y a plein de choses qu'il peut faire. La parallélisation aussi, c'est-à-dire quand il voit qu'il y a des calculs qui peuvent se faire en parallèle, s'il peut, il va essayer de les faire en parallèle. Voilà, des choses comme ça. Donc au lieu de faire, je sais pas moi, un tableau que je remplis avec l'indice i de 0 jusqu'à 1000, et au lieu de faire ça 1000 fois à la suite, il peut faire ça 8 cases par 8 cases en même temps. Et donc voilà, s'il peut, il le fait, et ça va un peu plus vite. Bref, vous avez un petit peu l'idée. Je ne rentre pas dans le détail. De toute façon, cette partie optimisation, on ne la verra pas forcément en TP. La partie traduction, celle-là, on la verra. Et la partie parseur, peut-être qu'on verra un petit peu en fonction des erreurs qui vont être générées. Tout ça, en fait, ce que je vous présente, c'est parce que c'est les premiers TP qui vont arriver. Hein. Et voilà, on fera un TP sur la chaîne de compilation. Donc, voilà. Je vous rappellerai un petit peu tout ça aussi, peut-être en TP. Question déjà sur le compilateur? Alors quand je vous pose des questions, c'est aussi... Enfin, quand je demande si vous avez des questions, c'est aussi pour que je puisse boire un petit peu. Parce que je parle beaucoup. Next, du coup... non, pardon. Je continue du coup sur les tâches de compilation. Si je prends une commande que vous n'avez jamais sûrement tapée, mais admettons. En fait, sur GCC, je peux passer plusieurs options. Premier élément que je passe là, le main.i, c'est le fichier d'entrée. C'est l'équivalent de votre point C que vous avez vu avant. Okay, mais ce n'est pas le point C, parce que je suis déjà passé par les tâches de pré-traitement, et donc il m'a généré un point i. Okay. Donc ça, c'est le fichier d'entrée. Wall, c'est pour afficher tous les warnings. Donc c'est une option qui va se mettre ici, c'est-à-dire que votre parseur, il voit que je passe l'option -wall, il va m'afficher tous les warnings qui relèvent. Ensuite, standard C99. Le langage C est un langage qui a évolué depuis sa naissance, avec différents standards. Okay. Comme le C++ a évolué, comme voilà, le Python a évolué. Et donc, je vérifie que je respecte les standards du C99. Voilà. Donc, comme c'est des standards et des vérifications du langage, ça se passe au niveau du parseur également. Ensuite, l'option -M32. Je précise que je génère un exécutable compatible architecture 32 bits. Vos processeurs actuels sont des processeurs 64 bits. C'est-à-dire que la largeur native du bus de données est de 64 bits. Je peux traiter les données 64 bits par 64 bits. Okay. Si on revient quelques années en arrière, c'était 32 bits. Okay. Jusque milieu 2000. Donc là, du coup, je précise, je bossais pour une architecture 32 bits. À votre avis, est-ce que du coup, je peux l'exécuter sur un processeur d'aujourd'hui? Si je compile un fichier C pour une architecture 32 bits, et que je bosse aujourd'hui sur un PC 64 bits,
est-ce que je peux exécuter ce programme-là? Ouais. Ok. Et si à l'inverse, je crée un exécutable 64 bits et que je veux le faire exécuter sur un PC de 32 bits, est-ce que c'est possible? Non. Ok. Là, l'idée, c'est d'assurer la rétrocompatibilité. C'est-à-dire que les PC d'aujourd'hui peuvent faire exécuter les programmes d'avant. Ok. Par contre, l'inverse, c'est pas possible. Parce que du coup, sur les nouveaux processeurs, j'ai forcément de nouvelles fonctionnalités. Et je ne peux pas assumer ces nouvelles fonctionnalités avec des vieux processeurs. Ok. Et en fait, on en parlera aussi un petit peu, mais les processeurs Intel, ils ont une architecture qui est vieille de 40-50 ans. Ok. C'est-à-dire que vos processeurs qui sortent en 2024, en fait, ils se basent sur une rétrocompatibilité de processeurs 16 bits d'il y a 40 ans. Okay. Donc c'est pour ça qu'ils sont un petit peu consommateurs, parce qu'en fait, on n'a rien supprimé depuis 40 ans. On n'a fait que rajouter des choses. Donc il y a des choses qui ne fonctionnent plus, mais par souci de rétrocompatibilité, pour assurer l'exécution des anciens programmes, on a conservé l'architecture originelle et juste bricolé des choses autour. Okay. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'option -O3, ça c'est l'option d'optimisation. Vous avez option O1, O2, O3. O3 inclut O2, O2 inclut O1, et O1 c'est quelques optimisations. Et donc c'est là où en fait on va essayer de faire un maximum d'optimisation des performances. L'option -S, c'est dire je m'arrête à l'étage d'assemblage, ça on vous en reparlera en TP. Et l'option -O, si vous vous souvenez bien, ça permet de renommer output, renommer l'exécutable de sortie, enfin le fichier de sortie. Donc là, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Transforme-moi ce fichier-là, buildmain.i, en buildmain.o. Okay. Sachant que je veux un programme en mode 32 bits qui respecte les standards du C99 et avec un maximum d'optimisation. Et je ne veux pas que ce fichier soit exécutable, juste que ce soit un fichier objet. L'exécutable, on verra plus tard. Du coup, ce fichier objet, justement, on va voir où est-ce qu'il arrive. Mais avant, on a ce qu'on appelle l'assembleur ou étage d'assemblage. Du coup, je vais essayer d'être rigoureux sur mes termes, parce que assembleur en français, c'est un peu chiant, ça peut vouloir dire assembleur ou assembleur. En anglais, assembly ou assembleur. Donc du coup, je vais essayer de parler de langage d'assemblage et d'étage d'assemblage. Comme ça, vous verrez, la distinction se fait là-dessus. Donc l'étage d'assemblage, qu'est-ce qu'il fait? Il prend votre fichier, qui est ici en langage d'assemblage, il va le transformer en langage binaire. Okay. Le langage d'assemblage, est-ce que c'est un langage qui est portable ou spécifique? Spécifique. Spécifique une architecture. Est-ce que c'est un langage qui est texte, humain, ou qui est binaire? Binaire? Sûr? Est-ce que vous avez déjà lu de l'assembleur? Ouais. Donc il est lisible pour un humain. Compréhensible, ça reste autre chose. On peut prendre le temps. Mais en tout cas, il est lisible. Okay. Vous voyez, move R4, R5. Je fais un move de R4 vers R5. Okay. Je ne dis pas que c'est explicite, mais c'est lisible. Et compréhensible avec un peu d'entraînement. Okay. Donc, je rappelle, le fichier C, il est portable et humainement lisible. Le fichier en langage d'assemblage, ici, il est spécifique et humainement lisible. Et le fichier O, ici, le fichier objet, lui, il est spécifique. Et par contre, il est en binaire. Lui, à partir de là, on ne peut plus lire nous humains. Okay. Pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de ce fichier-là, on va être obligé d'utiliser des outils qui retraduisent à l'envers pour nous expliquer. D'accord? Donc ce fichier-là, ce fichier objet, vous avez déjà vu sous Windows, par exemple, les points obj. Sous Linux, les points O. C'est la même chose. Ces fichiers objets, du coup, ils sont binaires, ils ne sont pas encore exécutables. On va voir pour ce qui fait la différence entre ça. Il utilise ce qu'on appelle des références symboliques. Vous vous rappelez peut-être des labels qu'on a utilisés en assembleur, justement. Même en C, ça s'utilise des labels. En fait, un label, ça correspond à l'adresse d'une variable ou d'une instruction. Okay. On avait un jump ou un goto, ou un branch, c'est ça, okay, qui permet de sauter une instruction. Et bien, comme on ne connaît pas forcément l'adresse de l'instruction, on peut lui donner un petit nom à cette instruction-là, et puis ressauter dessus. Okay. Je donne l'analogie avec le téléphone portable. Vous, pour joindre quelqu'un, pour joindre papa, maman, il faut, du point de vue du GSM, 4G, 5G, tout ça, il faut un numéro de téléphone. Mais vous ne connaissez pas forcément tous les numéros de téléphone par cœur. Donc à la place, vous mettez un label, un identifiant pour dire papa, maman, copain, tonton, tata. Ok?
place exactement pareil. Ok. Je passe rapidement parce que celui-là, il n'est pas forcément facile à voir. En fait, il se fait en 2 passes. Enfin, en plusieurs passes. L'idée, c'est déjà de parcourir toutes les instructions. Okay, donc vous avez un langage d'assemblage ici. L'assembleur, l'étage d'assemblage, il va parcourir toutes les instructions et essayer d'identifier tous les symboles utilisés. Donc tous les labels, tous les noms de fonctions, tous les noms de variables, tous les noms de constantes, tout ça. Yes. Et du coup, il construit une table des symboles. C'est-à-dire qu'il construit une table avec l'adresse de chaque fonction, l'adresse de chaque variable, l'adresse de chaque constante et tout ça. Donc il se construit une petite table, un annuaire en fait, si vous préférez. Et ensuite, il va traduire toutes les instructions assembleur en instructions binaires, une par une. Et si un symbole est rencontré, par exemple, goTo ma fonction, et bien il va remplacer ma fonction par l'adresse de ma fonction grâce à la table qu'il a construite juste avant. Donc comme ça, il arrive à traduire de l'assembleur vers le langage binaire. Et voilà. Et ensuite, on a l'édition des liens. Alors avant de rentrer dans l'édition des liens, je voudrais juste attirer votre attention sur le fait que vous avez peut-être vu que pour chaque fichier... Là, je recommence. Pour chaque fichier C, je passe une fois par le processeur, une fois par le compilateur, une fois par l'assemblage, et j'ai autant de fichiers O générés que j'ai de fichiers C à l'origine. Okay, un fichier C égale un fichier O. Les fichiers H, on s'en fiche, ils ne comptent pas là-dedans. Mais un fichier C égale un fichier O. Et ensuite, tous ces fichiers O, il faut que en gros je les fusionne pour faire mon exécutable. Et ça, c'est quelque chose que vous connaissez. Vous avez fait ça en système embarqué l'an dernier. Vous avez votre fichier main.c, puis vous avez UART init.c. Vous aviez quoi? Vous aviez, je sais pas moi, timer 0 init.c, GPIO init.c. Donc chaque fichier C donnait un fichier O. Et après, pour créer l'exécutable, vous rassemblez tous les fichiers O pour créer cet exécutable-là. Ok? C'est quoi l'intérêt de ça? D'avoir plusieurs fichiers O, enfin plusieurs fichiers C, plusieurs fichiers O, et après créer un seul exécutable. Est-ce que vous savez? Enfin, un intérêt en tout cas. Ouais. Pour la lisibilité, ok. C'est un intérêt effectivement qui est très important, mais c'est pas celui que je voyais. Mais ouais, on essaie de faire un maximum de choses modulaires de toute façon, ouais, effectivement. Exactement. Si vous avez votre programme qui est parfait, sauf un truc, faut que je modifie la couleur de la LED, par exemple. Et ben, je vais aller dans le fichier LED.c et je vais recompiler uniquement celui-là. J'ai pas besoin de recompiler l'intégralité des fichiers du projet. Donc système embarqué, vous voyez un petit peu le truc, mais vous prenez un jeu vidéo, il faut changer juste, je sais pas, vous nerfez un personnage, donc c'est-à-dire qu'il faut changer un petit peu je sais pas, ses dégâts par exemple, changer une constante, et ben vous n'avez pas besoin de recompiler l'intégralité de l'interface utilisateur de tous les autres personnages, du shop, enfin des choses comme ça. Ça permet de recompiler uniquement le strict nécessaire, et la compilation va beaucoup plus vite. Parce qu'un jeu qui fait quelques gigas à l'installation, vous doutez bien qu'à la compilation, ça prend pas 5 minutes. Ok ? Donc voilà, l'idée c'est d'avoir des choses modulaires, lisibles, et du coup, quand j'ai une modification à apporter, elle s'apporte qu'à un seul endroit. Et donc l'idée, c'est que pour tout ça, une fois que j'ai tous mes fichiers .o, je construis ensuite mon exécutable avec le linker. Okay. Donc l'idée du linker, c'est justement de lier tout ça. Ok. Question là-dessus? Je m'arrête là.